Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sandra, comment vas-tu? Comment va le groupe? Eh ben, J'espère bien plein de bonnes ondes. écoute, pour ma part, ça va, je te remercie. J'espère que tout le monde va bien aussi. Alors, qu'est-ce Eh qui bien, t'amène ce soir, Stéphane? mon petit témoignage par rapport au placement abusif, je vais raconter un petit peu ma vie qui a été, que certains d'entre vous connaissez parce que bon, on milite, on se soutient, beaucoup d'entre vous, je les connais personnellement. Et je comptais apporter mon petit témoignage parce que je partage les difficultés de beaucoup de gens, mais très peu de monde connaissent réellement mon histoire qui date d'il y a 25 ans. Donc je dénonçais déjà les services de la DAS à l'époque et on a cru qu'on avait gagné le combat. Malheureusement, la DAS a changé de nom, mais toutes les merdes qu'il y avait pardon, les gens malveillants, ils sont restés en place et ils ont continué leurs méfaits. Puis ça dure encore, on en fait encore les frais. Et si on superpose les problématiques qu'il y avait il y a 20 ans de ça, ou il y a même 15 ans de ça quand la DAS a été condamnée, c'est exactement les mêmes problématiques que l'on a aujourd'hui, sauf que maintenant nous sommes très nombreux à témoigner et à faire en sorte que nos cas particuliers explosent et qu'on exprime également notre expérience, parce que malheureusement, les gens qui vont découvrir à la rentrée certaines mauvaises surprises qui nous sont dictées par notre gouvernement vont se trouver confrontés à des futurs placements abusifs, parce que malheureusement, on le sait tous, les infirmières qui n'ont pas été réintégrés, tout comme les pompiers, les militaires, des policiers, tous ces gens-là qui sont utiles pour nous, malheureusement sont ciblés par les services sociaux parce qu'ils dénoncent certains faits de la hiérarchie, puis certains qui sont vaccinés, non vaccinés. Donc, à chaque fois, c'est des problématiques. Et maintenant, ça va être utilisé par les services sociaux. On va le voir à la rentrée, là, dès le mois de septembre, avec toutes les décisions de justice qui vont tomber. Malheureusement, ça va être une véritable razzia d'enfants qui va être réalisée en France. En plus, avec la précarité grandissante, malheureusement, plus on va demander d'aide aux services sociaux pour se nourrir, malheureusement, on va être déjà d'entrée la cible de ces gens-là, parce que dans la mesure où on vient demander de l'aide, malheureusement, c'est qu'on n'est pas capable d'assumer tout seul nos enfants. Donc, attention à ce qui va arriver. C'est vraiment important que les gens ils s'unissent maintenant, ils se regroupent, qui n'hésitent pas à témoigner, parce que maintenant, il y a tellement de monde qui balance toutes leurs histoires sur les réseaux sociaux que l'État ne peut plus fermer les yeux. Nos élus, nos députés, nos ministres, tout le monde en parle et ils le reconnaissent. Il y a des défaillances réelles au niveau de l'ASE et que malheureusement, il y a des gros abus qui sont dénoncés, des détournements de fonds, des familles d'accueil qui sont pas dignes de ce nom-là, et les maltraitances, la malveillance sur les enfants. Euh, voilà, il y a énormément de problématiques actuellement. Maintenant, on va parler peut-être, là je viens de faire une petite passe en global, mais bon, il faut absolument que les langues se délient. Nous, on est là pour aider des gens qui sont comme nous, qui malheureusement, eux, découvrent cette situation. On essaye de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges que nous. C'est vraiment très important la parole. Les droits de l'homme ne sont vraiment pas respectés dans les procédures qui sont traitées par l'aide sociale à l'enfance. Quand on parle de maltraitance, déjà, on est jugé par le mauvais tribunal. On devrait passer en correctionnel d'entrée, pas la chambre de la famille qui devrait gérer ça. C'est quelque chose qui est inacceptable. Quand on voit les défaillances des tribunaux, déjà, malheureusement, les robes noires en colère ne peuvent pas me contredire, puisque c'est des informations que je prends sur leur site. Même entre eux, ils n'arrivent pas à se comprendre. Les lois sont bafouées, les articles des droits de l'homme sont complètement belles, ils ne respectent plus rien. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui prime, c'est l'argent, malheureusement. Quand on voit que les institutions, maintenant, les institutions françaises, il y en a plus, ce sont des institutions qui appartiennent à des associations.
Le département se décharge de toute responsabilité en donnant responsabilité et la gestion de ces organismes dits sociaux à ces associations-là qui n'ont qu'un but, c'est le lucratif. Malheureusement, de toute façon, c'est compréhensible. Quand c'est une association qui travaille, qui c'est qui finance l'association, c'est quand même le département. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher du secours dans ces genres d'associations qui sont là en fait que pour nous pigeonner, nous faire rentrer dans un système. On devient un petit peu leur petit outil parce on devient un outil rentable, que ce soit pour les psychologues, que ce soit pour les pédopsychiatres des PMI, que ce soit tout le système social, en fait, c'est nous qui le finançons de par notre propre souffrance, en fait. Voilà. Maintenant, si tu as des questions bien particulières, n'hésite pas à me les poser. Que penses-tu des violences institutionnelles? Parce qu'en fait, c'est des violences institutionnelles, ni plus ni moins, qu'elles soient faites sur les parents ou qu'elles soient faites sur les enfants, que ce soit par l'ASE ou par les tribunaux. Pour moi, c'est des violences institutionnelles ou institutionnalisées. Et Tout, ce qui est gravissime, comme tu l'as très bien dit, c'est que ni les droits de l'homme, ni les droits des enfants, ni les droits des familles ne sont respectés et appliqués. Ils sont bafoués tout le temps, voire détournés, comme ça les arrange. Et le problème aujourd'hui, c'est que toute cette violence, il n'y a pas que les parents et les enfants qui la subissent. Je vais prendre un petit peu la défense de certains acteurs sociaux ou de certains magistrats qui essayent de bien faire leur boulot et qui ne oui. peuvent pas bien le faire parce que malheureusement, la majorité fait qu'elle fait n'importe quoi et du coup, ils sont obligés de suivre le mouvement sous peine, eux aussi, d'être menacés de perdre leur carrière, de perdre leurs emplois ou bien que leurs enfants, à eux aussi, soient placés. Moi, j'ai eu des témoignages comme ça. Et est-ce que toi, tu as pu, au travers de ton expérience par rapport à l'ASE, la justice et tout ça, avoir ce genre de témoignages de magistrats, d'éducateurs, etc. Est-ce que tu veux bien Bien, nous en parler? Bien sûr, mais il y a énormément, même actuellement, de sites sur les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie. Ce sont des groupes ce sont même des syndicats de la magistrature, des syndicats de l'aide sociale à l'enfance. Mais ils disent exactement les mêmes choses que nous à chaque fois. Ils ne le nient pas. Tout le monde en est conscient. Quand je dis que c'est un crime institutionnel, oui, c'est la vérité. Parce qu'ils connaissent tous les problématiques, tout le monde les dénonce tous les ans, mais il n'y a jamais rien qui change. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on entend toujours dire on est en manque de personnel, le personnel n'est pas qualifié, n'est pas assez formé, il y a un manque de structure et un manque de communication même au sein de ces services-là. Tout le monde le reconnaît maintenant, tous les facteurs du social en sont parfaitement conscients et ils ne s'en cachent même pas. Ils le disent. Mais eux, ils ont la façon de le dire, mais quand ça vient de parents victimes, c'est une agression pour eux. Ils n'admettent pas qu'on puisse leur sortir les textes de loi qui sont quand même notre constitution. Mais en France, il faut savoir que maintenant, c'est l'Europe. L'Europe, les lois françaises, maintenant, elles ne sont plus respectées par les Français, parce que maintenant, on parle d'Europe. Ce sont des lois européennes. Donc, on se dit, ben, on va porter le pays sauf qu'au niveau de l'Europe, ce sont eux qui appliquent ces lois-là. Maintenant, on est sous un dictat, on va dire un dictat social européen. Ça complique énormément les choses parce que pour que ça fonctionne, il faudrait que toutes les lois européennes soient les mêmes, sauf que elles sont complètement différentes. Et ça, la justice française est complètement larguée. Elles essayent d'appliquer la Constitution, alors que c'est plus la Constitution qui prime, maintenant c'est la finance. Les avocats, malheureusement, voilà, l'aide juridictionnelle, les victimes font les demandes, mais n'aboutissent jamais. Donc, il n'y a plus d'égalité, on n'est plus sur le même piédestal. Nous en tant que parents, on prend des avocats, mais ça ne sert absolument à rien parce que derrière, ben ça ne suit pas, quoi. Malheureusement, on se retrouve face à des dossiers de placement abusif qui datent d'il y a 15 ans. On regarde encore au jour d'aujourd'hui.
ils ne sont pas traités. Même ceux où il y a eu des cas malheureusement de décès liés à la maltraitance, des enfants qui ont été placés, qui sont morts en pouponnière, tout ça, il y a d'énormes scandales, c'est pareil. C'est des scandales d'État qui doivent être dénoncés et ils sont toujours pas traités, c'est le silence complet. Ce sont des dossiers qui partent, ils n'arrivent même pas dans le pénal, on met des non-lieux à chaque fois qu'il y a des signalements graves qui sont faits. Et il faut voir après la répression qui est faite contre les lanceurs d'alerte ou les parents qui osent ouvrir leur bouche. Malheureusement, c'est un constat. On le voit là au mois de septembre. Beaucoup de lanceurs d'alerte passent au tribunal. Leurs droits leur sont supprimés jusqu'au chômage, RSA, la CAF. C'est simple pour eux, pour vous faire taire, eh bien, on vous coupe vos allocations, comme ça, ben, ou vous vous taisez, ou on vous remplace les enfants, c'est du chantage. Et c'est un crime institutionnel, c'est un crime en bande organisée, on pourrait le qualifier comme ça. C'est malheureux à dire, mais tant que les ménages ne sont pas faits au sein de toutes ces institutions, malheureusement, voilà, ça va faire comme dans la police. Il y en a un qui va faire un cas, tout le monde va se jeter sur la police en disant voilà, les policiers, c'est tous des pourris. Malheureusement, les services sociaux, les bons vont payer pour les mauvais. Et il faut que ça change rapidement parce que là, c'est à la rentrée prochaine, quand on va voir la détérioration humaine qu'il y a dans les services sociaux, les gens vont se révolter. Là, c'est obligé. Les parents, les familles vont se rebeller. Les gosses, ils vont péter les plombs. Ça va fuguer, ça va se pendre. Ça va être une véritable catastrophe cette année. Déjà, on le sait, les chiffres sont quand même éloquents. Le nombre de fugues, les gosses qui ne sont plus scolarisés, c'est une catastrophe, les témoignages. Malgré que les présidents de région disent tout va bien dans mon service, on regarde dans les faits, mais il n'y a pas un seul service en France où ça se passe bien, que ce soit en France ou dans la métropole, tellement de scandales sont en train de remonter, des enlèvements d'enfants de la Martinique, la Réunion qui reviennent encore sur la table, tous ces problèmes-là. Les gens, ils ont, voilà, au sein de la famille, il faut tout changer, il faut changer les lois, qu'un grand ménage soit fait là-dedans, et puis que la parole des parents soit quand même enfin écoutée, parce que c'est quand même nous qui avons subi, qui savons là où toutes les défaillances se font. C'est à nous d'être entendus, pas à nos politiques ou à des responsables d'associations qui ne cherchent qu'à être subventionnés un petit peu plus. C'est à nous, à nous bouger le cul et à faire en sorte que l'on soit entendu. Ça coûte très très cher moralement, physiquement, parce qu'ils, croyez-moi, t'as vu ce qu'ils nous font, c'est une honte. Je suis complètement d'accord avec toi, Stéphane. En tout cas, il y a énormément de choses à changer, ça c'est sûr et certain. Et il y a surtout beaucoup d'acteurs sociaux ou judiciaires qui n'ont plus rien à faire là, à mon sens et à mon goût. Voilà, qui n'ont plus rien à faire là, qui ne méritent pas leur place de chef de service, d'éducateur spé ou même encore de magistrat, parce que ben, justement, ils ne font pas leur mission et ils ne respectent pas leur serment. Et moi, c'est ça que je défends. Et je suis pas contre les éducs, je suis pas contre les magistrats, je suis pas contre les services sociaux, je suis contre personne. Je suis juste contre les mauvaises personnes, celles qui font du mal à des enfants, à des parents, qui détournent les lois comme elles le veulent, qui se font de l'argent peut-être, qui prennent des pots de vin, j'en sais rien. C'est ces Mais, gens-là que je suis pas d'accord avec leurs principes et je suis pas d'accord tout simplement qu'on fasse du mal gratuitement à des enfants innocents. Au jour d'aujourd'hui, on va parler d'un truc. Au jour d'aujourd'hui, on va prendre plus de prison pour avoir, je ne sais pas moi, frappé un chien ou un chat que pour avoir violé un enfant. Donc, à un moment donné, il faut remettre la balance dans l'équilibre dans la balance, pardon. Ok, oui, un animal comme un enfant, ce sont deux êtres innocents. La peine doit être la même. Pourquoi aujourd'hui, un animal est plus protégé qu'un enfant? Posez-vous la question. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je suis désolée. Quand je vois un enfant qui est maltraité et qu'on le laisse dans la maltraitance aux dépens de ceux qui ne sont pas maltraités, qui sont aimés, qui sont juste dans la précarité, par exemple, non, non, on peut pas laisser des personnes
nous priver de nos enfants sous de faux fondements, pendant qu'il y a des enfants qui sont réellement en train de mourir et d'autres qui meurent dans leur foyer parce qu'ils sont malheureux de ne pas être chez eux, pendant qu'il y a des enfants qui doivent être protégés, qui sont en train de mourir et qui ne le sont pas. Et il y en a Bien d'autres qui se suicident parce qu'ils veulent être chez eux. Donc, à un moment donné, remettez-vous, vous, en question, magistrat, vous, en question, services sociaux. Moi, j'ai que ça à dire et je le défends et je le défendrai toujours. Ce n'est pas normal. Les lois, elles sont bien faites. Elles sont bien faites, elles sont bien écrites. C'est à vous de les appliquer, c'est à vous de les respecter et c'est à vous de faire en sorte qu'elles soient, qu'elles soient honorées et honorables et non C'est pas méprisables. Voilà. C'est ça. Mais quand on voit qu'il y a malheureusement deux poids, deux mesures dans la justice, on l'a vu dans les réseaux pédocriminels avec quand tu as les juges qui sont impliqués dans des histoires plus que douteuses, qui les reconnaissent et puis qu'il faut un an de prison. Malheureusement, ils vont faire 7 années de prison chez eux à domicile, en plus avec en présence de l'enfant qu'ils ont mis à leur prostitution, pour ne pas citer l'affaire de Monsieur Bailly. Voilà, c'est des scandales qui ne devraient pas exister. Nous, on nous prive de nos enfants pendant des années sous prétexte d'un crime imaginaire. Déjà, la peine, elle est déjà très, très lourde. Pour des gens comme moi qui n'ont aucune nouvelle de leur enfant depuis 4 ans, je peux vous garantir que ça laisse des marques et dans la famille et chez le petit. Ce sont des marques qui seront irréversibles parce qu'en plus de ça, il y a la manipulation mentale qui est faite derrière. Vu que vous ne communiquez même plus avec votre enfant, qu'il n'a même plus le droit de recevoir une photo de famille, alors que c'est interdit par la loi. Mais malheureusement, moi, je l'ai subi depuis 4 ans. Ce sont des détails qui permettent à des gens de ne plus croire en la justice, même si on a affaire à un juge qui est conciliant, qui comprend. Nous qui avons vécu ça, on a le droit de douter de la parole du juge, et tant que nous, on ne nous met pas la preuve par A plus B devant, maintenant, voilà, une parole, c'est une parole. On a appris à ne plus croire ces gens-là. On a tellement été manipulés, nous, en nous faisant signer des papiers, en nous garantissant que ça va aller mieux et tout le machin, puis en fait, à l'arrivée, ben, ça empire. Combien d'entre nous avons subi ça? Je crois que, moi, je vais dire honnêtement, 100% des personnes qui sont sous le couvert de l'ASE depuis au moins 3 ans. Et bien, ces gens-là, malheureusement, ils ont intérêt à avoir les reins sacrément solides parce qu'on s'est confié à eux. Ils ont un dossier lourd le béton. Nous, même si on a un oubli des trucs de notre vie, eux, croyez-moi, ils vont vous ressortir tout ce que vous avez oublié. Donc ces gens-là, ils savent parfaitement vous mener par le bout du nez. Ils savent très bien que voilà comment vous manipuler. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Surtout que c'est eux qui ont en gestion les services sociaux. Donc ils tapent la porte d'à côté, un copinage tel, lui il commence à me faire chier sur les réseaux sociaux. Tu peux pas l'accabler un petit peu. Puis voilà, le copinage, des fois, ça amène à des catastrophes. À des catastrophes. Et tout ça parce qu'ils se couvrent entre eux. Puis quand bon, le problème, le jour où il y a un souci, que ça commence à péter, ben, une fois qu'il n'y a plus de moyen d'accabler les parents, ben, ils vont commencer à s'accabler entre eux. Et à partir de là, on va dire que oui, ça commence à se casser la gueule. Leur propre pyramide est en train de se briser à la fondation, comme on dit. J'avais pas remis le micro. Est-ce que tu pourrais répondre à la dame, si tu vois la bannière s'afficher? Par contre, j'ai plus de lunettes, il va falloir que tu me Alors, dises. il y a une dame qui s'appelle Séverine qui dit: ça fait 13 ans qu'ils me font la misère. Il me reste un peu 5 ans à tenir. Un peu moins, pardon, 5 ans à tenir. Et oui, parce que ouais, son enfant a été placé jeune, malheureusement, c'est le cas de nombreuses victimes. Et malheureusement, voilà. Euh, Moi, je ne vois que des gens, on va dire, pratiquement, qui sont vraiment dans l'extrême comme ça. J'en vois partout, je passe dans les déplacements. Malheureusement, on est tellement... On est des gens qui, on va dire, il y a eu la DAS qui a été condamnée. Et il y a eu l'affaire de Dutroux derrière. Et quand il y a eu l'affaire de Dutroux, il y a beaucoup de dossiers qu'ils ont pris.
ils n'avaient pas de formation, ils n'avaient rien. Ils ont fait du grand n'importe quoi. Et tous les dossiers qui étaient traités à l'époque, déjà, il y a un truc qui est complètement alarmant, c'est qu'en un an, il y a certains dossiers, ils sont passés dans les mains de 5, voire 6 juges différents. Et tout le monde a souffert de ce problème-là. Parce que les juges, eux, ils traitaient des dossiers qui arrivaient à l'appel. Aujourd'hui, je crois que c'est 70 dossiers qu'un juge a le droit de traiter. Et en fait, je crois qu'ils en traitent entre 180 et 200 parce qu'il n'y a pas assez de juges pour traiter les dossiers, tellement il y en a. Donc, ils prennent pas le temps de lire les dossiers. Ils n'ont pas le temps. Ils ont des gens qui travaillent pour eux, mais qui sont pas formés. Puis, les trois quarts, ben, ils s'en foutent complètement. Donc, ils rajoutent à la pile des documents qui sont fournis par l'aide sociale à l'enfance. Même si c'est un ramassis de mensonges, ils mettent un coup de tampon. Ils estiment qu'ils ont fait leur boulot. Malheureusement, ils n'ont pas pris le temps de lire. Et quand on voit toutes les conneries qui sont marquées dans les rapports de l'ASE, malheureusement, il y a certains référents. Non, mais ils ne devraient même pas être loin d'un club de poussins à s'approcher des gosses. Quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est reconnu qu'il y en a certains, ils ont des dossiers. Malheureusement, maintenant que les gens parlent, eh bien, ils se retrouvent avec 14, 15 plaintes dans le même établissement sur la même personne. Quand même, c'est qu'il y a cette personne-là, elle est défaillante. Maintenant, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Mais oui, effectivement, il y a énormément de personnes. Moi, j'en connais qui, personnellement, depuis 17 ans, 17 ans, malgré des jugements qui étaient prononcés à leur égard, mais ils attendent toujours leurs enfants. Il n'y a toujours pas de droit de visite. Ils savent même plus où ils sont. Comme tous les liens sont coupés, mais le gosse, quand il repart et qu'il est lâché par l'ASE, il ne sait plus où aller. Quoi. Il croit qu'il n'a plus de famille. Il croit que, malheureusement, c'est pas les services sociaux qui vont donner l'adresse des parents. Quoi. On sait comment ça se passe malheureusement pour beaucoup de gosses quand ils sont lâchés des services sociaux, ils terminent à la rue, ils terminent sur les trottoirs, ils terminent voilà, avec les punks à chiens, de leurs petits monstres de bisounours qu'ils ont créés. Et c'est, voilà. Malheureusement, ces gens-là, après, pour les en sortir, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool et leurs petits rêves. Ce sont des mondes illusoires qui, voilà, ils restent à leur petite place, ils n'emmerdent pas le système social, on les fait pas chier, mais bon, voilà, c'est la génération future, comment elle est formatée par l'ASE. Des bons, malheureusement. Et c'est bien malheureux. Et c'est bien malheureux. Et Séverine, elle te fait dire elle a 2 filles et qu'elle a elle-même été placée pendant 10 ans et qu'elle est des Ardennes aussi. Eh bien, malheureusement, c'est une cible très connue des services sociaux. Un enfant placé aura ses enfants qui seront placés, qui eux, à leur tour, auront des enfants placés. C'est le cas d'énormément de personnes. Vous regardez dans les services sociaux, au niveau des placements, c'est systématique. Un enfant qui a été placé maintenant, son gosse, il est prévu pour être placé. Ça entretient un marché qui est tellement obscur, mais c'est une occupation de lits. Plus on crée de foyers, plus il y a de lits qui vont être occupés, plus de lits seront occupés, mais plus d'argent il y aura à gagner. Et les subventions, c'est le département qui les finance. C'est pour ça qu'il faut mettre un rôle là dans tout ça. Malheureusement, on en a l'exemple, nous on en a été victimes quand c'était la DAS. À nouveau, maintenant, les gens, ils en sont encore victimes quand c'est l'ASE. Là, moi, je suis certain que ça va bientôt changer de nom et ça va porter un joli nom gentil en croyant que ça va avoir fait du ménage et compagnie, sauf que ça recommencera. On va voir. On va voir si je me trompe, mais j'en suis quasiment sûr. Il y a tellement de scandales. On va dire, c'est comme à l'époque, quand les gens ont commencé à dénoncer la DAS, ça fait exactement pareil. C'est à peu près les mêmes périodes et les mêmes façons de faire. Ils poussent les gens à bout et ça va péter, ça va péter. Là. De toute façon, ça n'a pas le choix, hein. Ça va que péter. On va le voir à la rentrée, ça va être flagrant. On l'espère pas, hein, parce que c'est vrai que là, avec les nouveaux protocoles de la rentrée, ça va être compliqué, je pense. Donc, Très, très
très très compliqué. Puis tous ces trucs de tests qu'ils font là sur les gosses à la rentrée là, qui vont être, ils vont leur mettre un bracelet pour être supervisé en permanence. C'est du grand n'importe quoi. Regarde t'as plus le droit de faire l'école à la maison. Toutes ces mamans qui sont pas d'accord contre l'éducation nationale, qui font du n'importe quoi. Mais maintenant, ça y est, elles vont être pénalisées. Elles vont se faire sucrer la CAF, elles vont se faire placer les gosses. On l'a vu avec les non-vaccinés, on les a vus avec les... Maintenant, tout va être motif. De toute façon, Tout va maintenant, être motif au placement. Tout. voilà. Et puis, Ça l'était déjà, mais là, c'est pire. En gros. voilà. Il s'en est pas caché, Macron, et dans son élocution, il va aller jusqu'au bout. Déjà, nous, on le dénonçait déjà depuis très très longtemps. Même quand la loi est passée pour donner à l'ASE justement la mission des femmes battues, le dossier des femmes battues, déjà, nous, on avait étudié, le soir même, on a dit, mais non, c'est la double peine pour les femmes battues. Elles vont se faire placer les gosses. Et puis, ça n'a pas loupé. C'est malheureux à dire, mais voilà, ils utilisent des, des situations qui sont difficiles à vivre. Et comme c'est difficile à vivre, eh bien, ils vont estimer que tu n'es pas capable de gérer une situation difficile et en même temps de t'occuper de ton gosse. C'est hyper simple pour trouver des situations de placement. Et malheureusement, ça va être utilisé à outrance. Ça l'a été déjà cet été. Beaucoup de parents se sont fait placer des gosses et n'ont pas de nouvelles d'eux. Ils attendent une décision de justice là au tribunal. On va leur annoncer que leur gosse va être placé pour 6 mois. Ça va être renouvelé pour 1 an. Et après, à chaque fois, ça sera des mesures de placement d'1 an avec mesure AEMO, le contrôle général sur toute la famille, sur ton gosse. Et après, ils vont même gérer jusqu'à ta situation professionnelle. Parce que s'ils veulent te ruiner professionnellement, ils vont te filer des rendez-vous à tirer l'arigot, devoir répondre aux tribunaux, devoir répondre aux services sociaux, devoir répondre à un tel. Résultat, tu n'as plus de temps pour aller bosser. Tu vas être obligé de laisser tomber ton boulot et encore là, tu vas te mettre les pieds dans le début de la fin. Malheureusement, c'est le système qu'ils ont instauré qui fonctionne comme ça. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Stéphane, de ton histoire? Alors, mon histoire, on va dire, je me suis révolté le premier jour où j'ai eu confiance en eux. Et que parce que j'avais un problème de séparation, puis qu'elle était quand même un petit peu difficile, j'avais décidé de faire placer une mesure AEMO pour nous aider parce qu'on était en pleine séparation. Mon ex-concubine, malheureusement, avait des problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme. Donc, mauvaise séparation, l'intervention d'un référent qui, lui, mériterait de partir en prison, qui a fait des très très mauvais rapports, des menaces, du chantage et compagnie. Bon, j'ai été contraint de signer des papiers pour qu'une mesure éducative soit mise en place. Et un jour, comme c'est moi qui m'occupais de ma fille puis de ma belle-fille, j'ai reçu un courrier comme quoi je devais amener mes enfants qui devaient être placés dans un foyer le temps que les solutions soient trouvées à nos problématiques. Donc, j'ai amené ma fille au foyer, en fait, au pôle solidarité de Lanton qui a pris ma fille en charge, en me garantissant que les enfants ne seraient pas séparés, qu'ils seraient ensemble. Et donc, ils m'ont fait signer des papiers en ce sens et compagnie. Et j'ai décidé donc sur la lancée, j'étais complètement effondré. J'étais contraint de le faire sous menace d'emprisonnement de la gendarmerie, enfin tout un bataclan qui m'ont mis. Donc la pression et tout. J'ai apporté mes enfants sur le parvis du pôle solidarité. J'ai décidé de prendre ma voiture et d'aller chercher des témoignages de la famille de mon ex-femme qui était d'accord en plus avec les mesures que l'on avait décidé de prendre, de la faire soigner. Et une demi-heure après que je sois parti, j'ai reçu un coup de téléphone des services sociaux comme quoi ils avaient perdu mes enfants. Donc je me suis dit, comment ça, vous avez perdu mes enfants? Oui, oui, ils ont fugué.
Donc, j'ai décidé de suite de faire demi-tour et puis d'aller au pôle de solidarité pour discuter avec eux, puis voir ce qu'on en allait faire de la suite. Et bien, ils avaient fermé les portes du pôle solidarité et ils ont abandonné mes deux enfants dans la rue. C'est moi-même qui les ai retrouvés 2 heures plus tard en train de marcher, il faisait nuit. Donc voilà, d'où ma révolte au niveau du placement de mes enfants. De suite, je me suis révolté, j'ai récupéré les deux gosses, donc je les ai gardés, ils m'ont laissé pratiquement 3 semaines de répit alors que je m'occupais des gosses. Et un jour que j'allais chercher les enfants à l'école, eh bien, un quart d'heure avant mon arrivée à l'école, j'avais un coup de téléphone des gendarmes, et bien, ils étaient allés chercher ma petite dernière à l'école, et depuis, je ne l'ai jamais revue. Donc, ça a été un enlèvement avec les forces de l'ordre. Impossible d'avoir, bien sûr, l'ordre de mission de juge par qui elle a été signée et compagnie, parce que j'ai demandé, moi, à ce que l'on me fournisse toutes les pièces du dossier. Comme c'est passé en pénal, qu'ils ont été déboutés, j'ai reçu toutes les pièces du dossier, mais que malheureusement, c'est tout le dossier, on va dire, interrogatoire des gendarmes et compagnie. Mais bien sûr, aucun document de l'ASE ne m'a été fourni. Mais c'est un gros scandale voilà, que j'ai dénoncé. J'ai fait une grève de la faim pour essayer de faire connaître mon histoire, mais même la mairesse de ma commune s'en fichait complètement. Jamais elle est venue me voir pendant les 13 jours de grève de la faim que je faisais sur un rond-point. Après, j'ai intégré le mouvement des Gilets jaunes pour faire connaître la cause, et puis c'est devenu mon combat journalier, dénoncer le système social, soutenir les victimes. Voilà, c'est devenu un combat au jour le jour. Je te remercie pour ton témoignage et puis pour ton soutien à toutes ces victimes et puis à ta fille aussi. Eh oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une personne là qui met un commentaire un peu bizarre. Alors je te le lis, hein, comme tu m'as dit qu'il fallait que voilà. Alors du coup, il te met, alors il s'appelle, il ou elle, je ne sais pas, Léopard des mers. Il te dit, honte à toi Stéphane, c'est de ta faute. Alors est-ce que tu peux lui répondre? Eh ben mon copain, j'ai dit, viens me voir à la maison, je vais te montrer les documents, tu verras bien que c'est pas de ma faute. Et puis bon, des gens comme toi, on sait très bien qu'il y a pas mal de trolls de l'ASE qui nous surveillent et qui balancent du grand n'importe quoi. Donc, moi, ce genre de réflexion, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça me passe entre les jambes. Et ben, j'espère pour lui il sera jamais confronté à l'ASE. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Maintenant, c'est pas pour autant que si un jour il vient se plaindre qu'il est dans la merde, que je lui foutrai un coup de pied au cul parce qu'il m'a dit un truc comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient du tout de ce qu'il dit. Voilà, pour moi, ça me touche pas du tout, du tout, du tout. Tant mieux. Bon, restons-en sur nos moutons. Le 29, à Tarbes, il y a un rassemblement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc c'est un rassemblement qui est pour soutenir une maman qui est victime du système social également. Elle dénonce tout ce qui lui est arrivé. En plus de ça, pas de chance. Elle est très malade. Elle est en fauteuil roulant. Elle demande qu'une chose, c'est à voir son enfant. Elle le voit que très peu de temps, et en plus de ça, malheureusement, sa maladie ne lui permet pas de se déplacer, et l'ASE fait en sorte de faire des déplacements qui ne lui permettent pas. Elle a des dossiers médicaux qui attestent que les trajets longs, ce n'est pas bon pour sa santé, et justement, il faut exprès de l'envoyer très loin de chez elle pour la pénaliser encore. Alors, je sais que c'est une maman, c'est une guerrière. Je l'ai soutenue à plusieurs reprises. Elle ne mérite pas l'acharnement de l'ASE qu'elle subit. C'est une honte, mais malheureusement, c'est le cas de toutes les mamans qui se battent et qui osent dénoncer les services sociaux défaillants. Voilà, une maman que j'encourage, que je soutiendrai toujours. Et nous, personnellement, nous serons présents à Tarbes pour aller la soutenir et faire quand même savoir ce qu'est le placement abusif au niveau de Tarbes. Il faut que les élus connaissent vraiment les situations. Et c'est une personne qui,
a vraiment beaucoup, beaucoup de cœur et que nous soutenons tous. Nous la connaissons. Donc, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est un cri du cœur et nous serons très honorés de pouvoir y participer. Merci Stéphane, merci pour elle et son fils. Est-ce qu'il y a aussi d'autres, en septembre, il y a aussi Sylvie Infinger, la maman de Leroy, qui passe à Lens. Est-ce que tu Et peux oui. nous dire un mot sur Sylvie? Alors pareil, Sylvie, c'est une maman qui se bat. Euh, je sais, je l'ai suivi pendant très très longtemps parce que c'est quelqu'un qui est directement rattaché un petit peu à mon affaire parce que ça s'est passé sur la Gironde. J'avais essayé, je me rappelle à une certaine époque, quand le petit était du côté de Podensac, aller trouver des informations là-bas. Malheureusement, je n'avais pas pu lui fournir les éléments essentiels. Mais c'est une maman qui se bat. Effectivement, on a tous un passé, on a tous des histoires, mais voilà, les services sociaux, eux, ils nous laissent aucun droit à l'oubli et ils s'acharnent sur nous, ils pensent qu'on est toujours des parents malveillants. Sylvie, c'est une maman qui se bat pour son enfant et qui ose le dire et puis qui montre qu'elle est là. Donc, faut pas faire croire à son enfant que c'est une maman qui l'oublie. Elle pense toujours à lui, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et les moyens, malheureusement, comme je le décrivais, on est la cible de ces gens-là parce qu'on a très peu de moyens et c'est très difficile pour nous de se battre. C'est une maman que je soutiens énormément. Elle est éloignée de son enfant, mais comme la plupart de nous, c'est une mesure d'éloignement, d'isolement et de déshumanisation, on va dire, de la personne, de l'être humain qui est protecteur. Voilà, elle demande à revoir son enfant en toute légitimité, comme beaucoup, beaucoup de parents, comme beaucoup de grands-parents, même des grands-parents qui demandent d'avoir leurs petits-enfants, ils n'y arrivent pas. C'est général, c'est ce que je disais. Là, il faut que toutes ces décisions changent. Il faut que les droits humains soient restaurés. Il faut que notre parole soit entendue. Il faut que Sylvie continue à se battre parce que c'est très très dur pour elle. J'ai eu les dernières vidéos, ça m'a profondément touché. C'est très très dur ce qu'elle vit. Bravo à toutes ces personnes qui luttent parce que là, c'est une lutte au quotidien. Dès que tu te lèves le matin, déjà quand tu arrives à dormir, c'est une chose, tu t'estimes heureux, mais dès que tu te lèves le matin, la seule pensée que tu as, c'est pour tes enfants. Tu as toujours la pression au ventre en te demandant est-ce que ça s'est bien passé cette nuit, est-ce qu'il n'y a pas eu de bordel, est-ce qu'elle est en sécurité, toutes ces questions se les posent. Malheureusement, c'est légitime aussi. Et voilà, il faut rester solide. Il faut rester solide et Sylvie, c'est pareil, c'est une maman, c'est une guerrière comme beaucoup. Elle n'est pas toute seule, mais c'est vrai que c'est souvent qu'on croit qu'on est tout seul. Le combat, on a besoin de soutien pour le mener. Même si on n'est pas là physiquement, on pense toujours à toi, on pense toujours à tous ces enfants qui sont placés. C'est terrible pour tout le monde, mais faut se soutenir, voilà, faut trouver du soutien localement. Comme je dis tout le temps, tapez à la porte de chez vos voisins, vous allez voir, vous avez des gens qui connaissent, des gens qui ont eu des enfants placés. C'est tellement honteux depuis des années, 170 000 en un an, c'est énorme, c'est multiplié par 7 pour savoir le nombre de victimes. Vous voyez le nombre de victimes qu'il y a en France, c'est des millions de personnes qui sont impactées par l'ASE. Et tout le monde le sait, mais personne ne veut en parler parce que c'est une honte, on va dire, quelque part, que l'on nous met. On nous a tellement mis plus bas que terre, c'est qu'on a envie de rester caché dans notre petit trou, on n'a pas envie que l'on nous voie. Mais voilà, vous êtes les papas, c'est votre chair. Euh, Arrêtez de culpabiliser sur vous. On va dire, c'est la volonté des services sociaux. Ils veulent vous déshumaniser, ils veulent vous faire culpabiliser. Vous n'êtes coupable de rien, vous êtes coupable de ce que eux ont fait de vous. Donc, si vous êtes alcoolique, ben, c'est parce qu'on vous a laissé acheter de l'alcool. Si vous êtes drogué, ben, c'est parce qu'on vous a laissé acheter de la drogue. Mais pourquoi le système n'a pas fait en sorte de vous protéger de tout ça? Donc,
nous, on est des êtres fragiles parce que nous a enlevé nos enfants, on est détruits moralement, on cherche du soutien que l'on n'arrive pas à trouver, et bien le soutien, ben, on le trouve, il y en a beaucoup qui le trouvent dans l'alcool, la drogue, voilà, et il y en a qui arrivent à s'enfoncer et à ne plus remonter. Malheureusement, la faute à qui? Mais les vrais responsables devraient se regarder dans la glace. Portent des costumes de cravate, voilà, s'ils avaient fait le nécessaire avant, vous ne seriez pas tombé dans le piège. Moi, j'y suis tombé dans le piège, je m'en suis relevé, j'étais ancien toxicomane. Ils m'ont détruit. Et puis, le fait de reprendre des procédures dans la gueule, si pour rien, tu sais pas comment faut faire pour te défendre, mais tu retombes. Et puis, tu retombes, et puis tu as envie de tomber, de te relever, mais tu te relèves. Ça, c'est, malheureusement, c'est une force, il n'y a que toi qui peux le faire. Comme je le dis, il faut rester solide. Il faut du soutien. Quand on peut avoir la chance d'avoir du soutien, il le faut. Et quand on est tout seul, voilà, il faut se donner du coup de pied dans le cul tous les matins. Voilà, nos gosses, c'est notre raison de vivre. Montrons-leur qui on est à nos enfants pour qu'ils parlent de nous plus tard, qui donnent un nom à leur papa, à leur maman, leur grand-père. Voilà, il faut pas qu'ils restent après tout seuls dans la rue quand ils sont lâchés à 18 ans sans plus aucun repère. Il faut que l'on prenne nos responsabilités et puis que surtout on arrête les séparations de couples qui amènent qu'à des placements maintenant. Comme je dis, il vaut mieux une bonne discussion qu'un mauvais tribunal. C'est ce qu'aiment bien dire les gendarmes quand ils font des opérations. Voilà, ils vous disent nul n'est censé ignorer la loi et compagnie. Ben oui, mais nous on l'ignore parce que bon, on n'a pas forcément été à l'école et puis on ne sait pas forcément lire. Maintenant, voilà, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Voilà, est-ce que tu as envie d'être fier de toi ou est-ce que tu as envie d'être fier de ce que tu veux paraître? C'est un choix de vie que tout le monde en a. Maintenant, on est libre de vouloir montrer à nos enfants qui on est réellement. C'est un choix de vie. Il n'y a que nous qui pouvons le décider. Maintenant, la force, elle, elle arrive des fois par la spiritualité. Il y en a qui arrivent à avoir de la force parce qu'ils ont beaucoup de soutien. Et il y en a qui trouvent de la force parce qu'ils font autre chose. Ils essayent de sortir du contexte en se trouvant une occupation, en allant aider d'autres personnes, en trouvant, je sais pas moi, une association qui va planter des légumes. Tu te sors des trucs de la tête. Mais c'est déjà un côté positif. Tu te lèves le matin, mais tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner et au lieu de rester chez toi regarder la télé, mais tu sors, tu bouges, tu vas voir d'autres personnes. Il faut se motiver, c'est très compliqué. Et pour les parents qui sont tout seuls, voilà, c'est le pire. C'est le pire. Et c'est peut-être aux autres victimes d'aller les voir. Quand on arrive à les détecter, voilà, ils tendent la main, c'est à nous à la tenir. Voilà, et surtout, voilà, on a beau s'entraider, on va dire les seuls qui seront les personnes fondatrices de leur réussite, c'est la personne elle-même. C'est toi qui choisis ta vie. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Beaucoup de soutien à tous ceux qui se battent tout seuls. Exactement, merci Stéphane. Et merci aussi pour nous avoir témoigné si fort ton passé et ton présent, du coup. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que je vois que tu as un petit coucou de Dido Ah qui te dit moi, je oui, suis ah une oui. mamie. Voilà, donc je te fais passer le message qui te dit moi, je suis une mamie. Comme je sais que tu t'es beaucoup battue avec elle aussi. Est-ce que tu veux bien lui dire un petit mot, s'il te plaît? Alors Dido, elle fait partie des poussins rebelles, donc c'est une personne que j'ai connue sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai communiqué, qui fait beaucoup elle pour de son côté au niveau associatif. C'est une mamie qui est une vraie mamie, avec une mamie gâteau, voilà, quelqu'un qui est très très investi, que je vais avoir le plaisir de rencontrer normalement incessamment sous peu, et avec qui j'aurai la grande joie de pouvoir échanger. Mais c'est une vraie petite guerrière au niveau associatif. Je sais elle se bouge beaucoup du côté des Pyrénées là-bas. C'est quelqu'un de bien. Voilà, très très bien. Merci Dido d'être toujours avec nous et de communiquer, puis d'échanger toujours nos bonnes petites combines. Et
Elle te fait dire bravo à vous et merci. Et sinon, Dido, tu as le bonjour de Patrick Lekens aussi au passage. Voilà, le papa de Kim Léa. Et Eh tiens oui, que de... d'ailleurs, Stéphane, peux-tu nous dire un petit mot sur ton pote résistant qui est aussi un papa comme toi, qui s'appelle le papa de Kim Léa, Patrick Lekens. Ah, ça c'est un monsieur, c'est un guerrier lui aussi. C'est un guerrier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer la première fois. Il me semble que c'était sur une manifestation de soutien à Toulouse avec Leïla, une maman guerrière qui se bat. Il était venu en soutien. J'ai appris à le connaître sur les réseaux avant de le rencontrer. Et c'est un papa qui se bat également. Oui, oui, oui. Un sacré combattant qui donne beaucoup de soutien à des parents victimes. Je sais il leur apporte des articles de loi, c'est un soutien moral et qui est vraiment actif, qui se présente chez les gens et qui amène des solutions. Donc c'est quelqu'un qui a le mérite d'être connu. Il fait ça à ses frais. Il a écrit un bouquin, il me semble, où il parle de son expérience déjà. Mais c'est un monsieur qui a une très très grande d'âme. Je sais qu'il a été critiqué sur les réseaux, il y a eu des critiques qui se sont faites, mais c'est pareil, on est tous victimes de critiques, on ne plaît pas à tous les gens. Il y a des gens qui aiment casser du bois, il y a des gens qui sont très changeants, il y a des gens qui sont bipolaires, un coup ils disent ça, le lendemain ils disent autre chose. Après, ça fait partie du mental des gens, mais maintenant, si on est sur les réseaux sociaux, puis on le sait tous, c'est quand il y en a qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, t'as vite fait de te faire dégommer, après on ne te voit plus parce que c'est, voilà, n'est pas lanceur d'alerte qui veut, si jamais t'es pas propre, tu te fais dézinguer. Maintenant, moi, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui est franc du collier, très très franc du collier. Quand il dit quelque chose, il le dit. Il mâche pas ses mots, il est droit dans ses chaussures. Moi, j'ai rien à dire contre ce monsieur. J'ai qu'une très très bonne impression de ce monsieur. Je te remercie Stéphane et je vais peut-être pas faire toute la liste, mais juste pour finir, en septembre, il y a aussi Sandrine Voll qui repasse au Puy-en-Velay. Est-ce que tu peux nous Oui, dire un petit mot? alors Sandrine, c'est une maman pareille qui subit les pressions de l'ASE. Comme je disais, là, les dernières publications qu'elle faisait, elle était victime comme nous de l'acharnement, plus une association derrière qui font que mentir, qui en fait du grand n'importe quoi. D'ailleurs, cette association a été signalée à plusieurs reprises. C'est une maman que j'ai soutenue dernièrement pu envelée. Ça fait plusieurs fois que les décisions sont repoussées et bon, on espère que celles du mois de septembre, comme les nôtres, ben, vont aboutir et vont être définitives. C'est une maman qui a plusieurs dossiers, je crois que c'est plus de 280 dossiers qu'elle a eu à traiter où pareil, ce sont les divergences de l'ASE qui priment, des copier-coller, voilà, mais ça prouve bien que c'est institutionnel, on va dire, et que ces gens-là, malheureusement, continuent à agir, malgré le nombre de témoignages qu'il peut y avoir, ils sont toujours là. Donc, beaucoup de courage à Sandrine aussi, que je soutiendrai aussi toujours, 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 qui a su regrouper des personnes, qui a voulu créer une association. Bah, maintenant, elle a pris à ses dépens qu'elle ne va pas être financée par les gens qu'elle balance. Et bon, beaucoup de soutien et j'espère qu'elle aussi va pouvoir voir les parents. Maintenant, comme je dis, voir ses enfants, son enfant. Maintenant, comme je dis toujours, c'est les lois doivent changer. Moi, je suis pour une égalité parentale, pour une suppression de la pension alimentaire, qu'il y ait les responsabilités qui soient données aux deux parents, et au lieu de verser 7500 francs aux services sociaux pour gérer nos gosses quand ils sont placés, eh bien, donner 1000 euros à chacun des parents pour qu'ils s'occupent mieux des gosses. On aura économisé 4700 euros et il y aura trois personnes d'heureuses. Exactement. Et le contribuable s'en portera pas plus mal, ceci dit. Bien sûr.
Là, c'est sûr, il y aura des sacrées économies de fait. Et en plus, de vrais projets peuvent être recréés par la suite. Il ne faut pas oublier que les services sociaux ont fait fermer les écoles qui étaient prévues pour justement les enfants qui étaient en difficulté, qui avaient des problèmes de scolarité. Ces écoles en milieu ouvert qui étaient magnifiques avec des animaux. Ben, malheureusement, mes petits-enfants étaient scolarisés dans une école qui était comme ça, qui fonctionnait à merveille. Eh ben, ils ont réussi à faire fermer cette école-là et tous les enfants qui étaient en difficulté, eh ben, ils sont devenus en échec scolaire parce qu'il y avait personne qui pouvait les traiter aussi bien à l'école que ces écoles spécialisées. Malheureusement, on en a encore la preuve. Merci les services sociaux. Oui, parce que les services sociaux, à partir du moment, enfin moi, c'est ce que j'entends depuis de nombreuses années. Moi-même, ancien enfant placé, et il y a un enfant placé, effectivement, les services sociaux, ils n'ont jamais été là pour notre bien-être ou pour nous protéger, ou rarement. Et quand on a eu des familles d'accueil ou des structures où ça se passait bien et où on avait un peu de bonheur, de bien-être, et si je peux dire ça comme ça, de répit, eh ben, on nous Oui, enlevait de là-bas pour nous mettre ailleurs, dans des trucs où on était maltraité, où on était violé, où on était mal, où on était humilié, et j'en passe les meilleurs. ouais. Donc voilà, et c'est ça qui ne va pas, que ce soit pour les enfants porteurs de handicap ou pas, que ce soit pour tous les enfants. Euh, quand on vous propose des choses magnifiques, pédagogiques, qui fonctionnent, les services sociaux, ils sont là, malheureusement, ils cassent tout parce que ça ne leur plaît pas. Ça leur plaît pas. Alors pour eux, l'intérêt de l'enfant, c'est pas qu'il soit heureux, c'est pas son bien-être, c'est pas possible. Pour l'avoir vécu et pour le vivre encore et le voir encore autour de moi avec toutes ces victimes, ben, je peux vous dire que non, ils sont pas là pour notre bien-être, ils sont pas là pour le bien-être des enfants. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, là, Maintenant qu'ils viennent me prouver le contraire, si je me trompe. voilà, moi j'ai un exemple type dans mon histoire personnelle. Tu vois, là, au niveau de mes deux enfants qui avaient été placés, bon, j'ai la petite qui est ma fille personnelle, et j'ai ma belle-fille qui en fait était la fille de mon ex-femme. Je tiens quand même à préciser qu'elle est décédée depuis 2 ans. Donc la petite qui était à elle, qui était la plus âgée, Luna, elle était atteinte de la maladie des os de verre, une maladie génétique particulièrement rare et grave. Eh ben, ils n'ont pas trouvé de mieux qu'à ses 16 ans, mais d'en l'envoyer faire un stage au ski, de lui donner l'autorisation d'aller au ski, alors qu'elle avait la maladie des os de verre. Elle en est rentrée avec, je crois, 57 fractures en tout, entre la colonne vertébrale, les côtes, la main, des fractures un petit peu partout. Voilà, mais merci l'aide sociale à l'enfance. Ils savaient très bien qu'elle avait une maladie génétique, la maladie des os de verre. Qu'est-ce qu'ils sont allés l'envoyer au ski? Au ski. Elle a été rapatriée par hélicoptère et un truc de malade. C'est inadmissible de voir un truc comme ça. Et malheureusement, parce qu'on les dénonce, ils s'acharnent sur nous. Et pourtant, crois-moi, c'est légitime. Le premier accident qu'elle a eu, c'était le premier jour de l'école, quand on l'a amenée, qu'elle a été scolarisée sur l'Anton. On l'amène, on a signé le protocole parce qu'il fallait un protocole d'accord parce que l'enfant est handicapé. Donc, il fallait que l'école soit parfaitement au courant avec les mêmes catégories que l'on remplit s'il y a des allergies, si on est allergique au kiwi, au latex et compagnie. Tout ça, c'est mis en ligne de compte. C'est marqué dans le carnet de santé et c'est surtout marqué à l'encre rouge dans l'école. Donc, ils étaient parfaitement au courant qu'elle avait la maladie des os de verre. Et bien, le premier jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais les pompiers nous ont appelés. Monsieur Bru a dit, venez chercher la petite, elle a eu un accident. Eh bien, elle a eu un accident de toboggan dans la cour de l'école. Fracture du bassin. Et en prime, ça faisait 3 ans qu'ils avaient reçu du courrier, comme quoi dans l'école, il fallait qu'ils enlèvent ces jeux-là, ils étaient interdits dans la cour d'école. Et nous, ben voilà, la petite a eu son accident. On a été obligé de signaler à l'assurance comment ont eu lieu l'accident et dans les circonstances. Et ben, ils ont dit, bon, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous portez plainte contre l'école. Le matériel qu'il y avait dans l'école, il était interdit.
Il y était encore 3 ans après l'interdiction. Donc l'école était responsable. Et à partir de là, ils se sont mis à nous s'acharner sur nous. Il y a eu un signalement de l'école qui a été fait sur la petite en disant que, soi-disant, on lui plantait des fourchettes dans les mains. Elle avait des hématomes tout le temps. C'était une maladie, la maladie des os de verre. Le moindre petit pet, tu marques. Et c'est une des problématiques, d'ailleurs, qui a été dénoncée au ministère de la Santé. Nombre d'enfants détectés au niveau de la maladie des os de verre le sont suite à des dénonciations de maltraitance des parents, quoi. Alors que là, ils s'en aperçoivent qu'en fait, c'était une maladie génétique. Les os de verre, ils se cassent et les parents n'étaient pas au courant. Et personne n'était au courant jusqu'à qu'elle soit détectée par un médecin généraliste. Mais malheureusement, il y a des gosses qui se sont retrouvés placés et des parents sont partis en prison parce qu'ils étaient accusés de maltraitance. Ils ne savaient pas que le gosse, il avait la maladie des os de verre. Et on est tombé dans ce truc-là. Et comme justement, l'assurance nous avait demandé si on allait porter plainte contre l'école ou pas, et bien c'est là qu'on s'est retrouvé avec une accusation de crime imaginaire, comme quoi on plantait des fourchettes dans la main de la petite. Et ça a commencé comme ça, le calvaire. Merci Stéphane. Et du coup, suite à tout ça, donc ils ont placé la petite, c'est ça? Oui. Et, donc ils l'ont prise à l'école, comme tu nous disais tout à l'heure. Voilà. Ils sont allés la chercher à l'école pour un placement. Je l'ai vu une fois en visite médiatisée. Il a fallu que je me déplace à plus d'une centaine de kilomètres et je n'ai fait que la croiser. Et je l'ai croisé ce même jour-là. C'est là qu'ils ont inventé un attouchement sexuel sur ma fille. Euh, et donc, ils m'interdisaient de la voir. Et malheureusement, cet attouchement sexuel sur ma fille, il était itéré 1 an et 1 an pratiquement jour pour jour sur mon ex-femme. La même accusation. On aurait mis le doigt autour du trou du cucu de la petite et point barre. Et par contre, quelques jours après que mon ex-femme l'ait reçue, 1 an après, elle se suicidait. Donc en gros, en fait, j'explique aux auditeurs. Pour toi, on a porté des accusations de soi-disant attouchement sexuel donc sur ta fille. Et Oui. donc, toi, il se passe ce qui se passe, tu es condamné, machin, c'est le bordel. Et 1 an plus tard, du coup, c'est ton ex-conjointe Oui. qui, elle, est accusée à son tour d'inceste aussi, du coup. Voilà, exactement. Et elle, par contre, contrairement à toi, elle n'a pas supporté ces accusations. Et du coup, elle s'est suicidée. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, les résultats de l'autopsie, vu qu'on n'était pas mariés, personne ne les a eus. D'accord. Donc le suicide, il est même pas sûr. Voilà, il n'est pas sûr. Et puis, il y a eu dans mon affaire un premier décès en plus, parce que quand elle m'a quitté, malheureusement, elle a fréquenté des gens qui étaient connaissait, celui de l'alcoolique, de l'alcoolisme et de la drogue. Elle a fréquenté un monsieur qui était en dérive et lui, il s'est retrouvé pendu à côté d'elle un matin dans l'appartement qu'ils occupaient sur l'Anton. Ça a été déjà un premier cas de dangerosité que malheureusement j'avais signalé aux services sociaux. Plusieurs fois, moi, j'étais intervenu parce que il y avait des trafics de drogue qui venaient se résoudre devant sa porte. Donc, les enfants m'appelaient en permanence pour venir les chercher parce qu'ils avaient peur. Et donc, malheureusement, il y a eu un premier décès constaté par les gendarmes dans le cadre de ce placement. Malheureusement, voilà. Pareil, là, problème de drogue, enquête, crime suspect aussi, parce que bon, bien sûr, il y en a qui ont osé dire que ça pouvait être moi, donc plus ou moins suspecté dans l'affaire, mais jamais auditionné, par contre, jamais auditionné, mais que des on-dit, voilà. Mais en tout cas, les résultats sont là. Il y a quand même eu 2 décès à cause de l'ASE. Que moi, je les mets comme responsables dans la mesure où moi, je les avais prévenus. Ils étaient parfaitement au courant. Ils ont l'assistante sociale en a référé au juge d'instruction
qui s'occupaient de tous les dossiers de la famille, que ce soit de mes enfants, petits-enfants, qu'ils ont placés aussi par la suite. Euh, voilà, c'est la même juge qui traitait tous les dossiers. Et là, comme par hasard, elle s'en occupe plus là depuis que j'ai été débouté des accusations de l'ASE l'année dernière. Oui, parce il faut le dire aussi, tout ça, ça a eu des conséquences. Donc après le placement de ta fille, enfin bien avant le placement de ta fille, déjà ils avaient pris tes petits-enfants, après ils ont pris ta fille. Bon voilà, c'est un acharnement judiciaire. Toi, tu as été condamné. Il y a eu 2 personnes qui sont décédées. Oui. Euh, voilà, je me permets avoir un petit témoignage que je ne citerai pas ici de ton petit-fils qui m'a beaucoup touchée. Je voulais juste dire un petit mot pour lui aussi, juste comme ça au passage, j'en rejetterai pas plus. Voilà, et on en revient sur le fait que les enfants, vous savez, quand ils vous parlent et quand ils vous témoignent, quand ils ont vécu ce qui se passe à l'ASE, et que vous l'avez vécu aussi ou que vous le vivez en même temps qu'eux, ils sont en train de vous parler de leur vécu, c'est compliqué parce que moi, personnellement, quand un enfant ou un ado vient me parler de ce qu'on lui fait subir, ça me touche énormément. Et ce jeune, il a peut-être pas dit grand mot, mais le peu qu'il a dit, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, je voulais juste lui passer un petit mot et lui dire t'es un vaillant, mon grand, t'es un courageux. Et franchement, papy peut être fier de toi. Voilà. Je voulais juste lui passer un petit message. Merci. Et du coup, Stéphane, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que par la suite, donc après tout ça, donc tu as été condamné, machin, tu as fait prouver que le placement de ta fille n'avait pas lieu d'être. Eux, du coup, ils ont été déboutés, oui, parce qu'ils ont été poursuivis, hein, donc l'aide sociale à l'enfance. Alors C'est pour ça? le moment, ils sont poursuivis, on va dire, moi je ne fais que leur dire leur cas de vérité à chaque fois, on va dire, malgré que ce soit passé en pénal, donc au mois de juin l'année dernière, le procureur m'a demandé ce que j'attendais de la suite. Donc j'ai demandé à ce qu'on me fournisse l'intégralité du dossier pour que je puisse moi par derrière, ben je vais les attaquer. De toute façon, moi j'ai 25 ans de traitement abusif et donc je vais pas les louper. Et donc je vais les attaquer. Ils m'ont pas donné les documents que je demandais. Donc, comme je te disais, ils m'ont envoyé juste les enregistrements de gendarmerie, aucun dossier qui ne concerne ni le placement de mes enfants, ni leurs soins, parce que bien sûr, rétention de documents administratifs, le livret de famille, je ne l'ai plus. Je ne sais pas s'ils ont vacciné ma fille, parce que moi, je suis pas anti-vaccin, hein, je suis anti-vaccin obligatoire, surtout pour un test génétique. Moi, j'appelle ça un truc, voilà, qui n'est pas. Moi, j'ai pas confiance en eux. Je leur ai dit que moi, j'espère que ma fille ne l'ont pas vaccinée sans mon autorisation. Ils ne m'ont pas dit si elle est vaccinée, mais il vaut mieux pas qu'elle le soit parce que là, ça va être le gros bordel. Donc, ils font du grand n'importe quoi. Oui, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc en fait, donc ce que tu expliques aux auditeurs, c'est que ils font aussi de l'aide sociale à l'enfance dans l'affaire de Stéphane, mais aussi chez d'autres parents, dans d'autres familles, de la rétention de dossiers, de la rétention administrative. C'est-à-dire qu'ils ne vous fournissent pas les documents qui vous concernent et qui concernent votre enfant, alors que vous êtes normalement en droit de les avoir, d'en avoir copie et d'en avoir information. Voilà. Tout fait, oui. Ce sont mais c'est le b.a.-ba et qui sont obligés de donner, ne serait-ce que les résultats scolaires de vos enfants. Normalement, vous devriez recevoir les résultats trimestriels. Moi, je ne les reçois jamais. Je reçois les passages à l'école. On me dit dans les rapports que ça va bien et compagnie. Puis quand on regarde les résultats, ben, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la vérité. Malheureusement, c'est devenu systémique. Même dans la magistrature, quand on voit que les documents qu'ils nous donnent ne sont ou pas tamponnés ou pas signés.
Ils ne sont pas réguliers, les entêtes ne sont pas faites dans la légalité. Ils ont des trucs à respecter, ce n'est pas respecter les écrits. On voit les signatures, ce sont des substituts. Et après, quand on regarde les numéros à délit pour savoir s'ils sont habilités à occuper cette fonction-là, on s'aperçoit que ce sont des gens qui ne sont pas habilités à le faire. C'est comme si moi je passais un CAP de pompier, que je disais que que j'avais un bac de président de la République. Tu vois, c'est complètement aberrant. Ils n'ont pas le droit d'exercer cette fonction-là. C'est vous pouvez le consulter ça tout simplement quand vous avez un dossier. Prenez le nom qui figure dans ce dossier, que ce soit un psychologue, que ce soit un médecin-chef ou n'importe quoi. Vous allez sur la sécurité sociale, sur le site de la sécurité sociale, vous regardez le numéro à délit qu'il a, vous allez voir s'il est attribué à la fonction qu'il a. Sinon, ça s'appelle une usurpation de fonction. C'est répréhensible par la loi. On n'a pas le droit d'outrepasser son rôle. Et rôle de juge, voilà, c'est le rôle de juger. Un rôle d'avocat, c'est un rôle de défense. Voilà, on va pas prendre, comment on appelle, un braconnier pour montrer aux chasseurs comment on fait pour être dans la légalité. Tu vois ce que je veux dire? Faut rester les droits dans ses chaussettes. Malheureusement, les usurpations de compétences sont très fréquentes dans ce milieu-là. On le voit quand on amène les enfants dans les PMI. Regardez si la personne est vraiment psychologue. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas habilités à être psychologues. Et pourtant, ils se font passer pour des psys. Moi, j'invite tout le monde à aller contrôler ça. C'est le minimum pour savoir si l'accusation est recevable ou pas. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Stéphane, une question. Ces jours-ci, on a eu dans une famille, on a eu affaire qui est, voilà, la maman voit les enfants en visite médiatisée avec des éducateurs en binôme. D'accord, ils sont toujours par deux. Et Oui. là, la maman se dispute, enfin, à quelques mots un peu haut avec l'une d'entre elles. Et elle lui demande quels sont ses diplômes, tout ça, du coup, pour oser. De quel droit elle apprend aussi hautement voilà, la maman n'a pas apprécié son air hautain, donc elle lui demande quel est votre diplôme pour être aussi hautaine. Et elle lui répond qu'elle est juriste dans le droit des enfants. Alors, on appelle ça, dis-moi si je me trompe Stéphane, mais on appelle bien ça un conflit d'intérêts. Normalement, seul un éducateur spé diplômé d'État, je dis bien éduc-spé, je ne dis pas ni juriste, ni mono, ni voilà, normalement, doit être sur les lieux de la visite médiatisée et a droit de rédiger des rapports, normalement, je dis bien. Donc, je me dis, qu'est-ce que vient faire une juriste là, puisqu'elle n'a pas à être là, si c'était la maman qui l'avait demandé et dont on lui avait donné l'autorisation. Par exemple, la maman elle a demandé de faire venir un huissier pour attester ce qui se passe. On lui refuse. Et eux, ils font venir une juriste. Eux, l'ASE, je dis bien. Ils font venir une juriste, mais sans le dire à la maman. Oui, mais là, il y a un problème parce que c'est très, très encadré les visites médiatisées. Déjà, ce qui est une personne qui soit hors l'intervenant social et la famille, l'intervention sociale et l'intervenant doit demander la permission à la famille pour que cette personne soit présente. Parce que normalement, dans une visite médiatisée, il y a l'enfant, la maman et une référente. Voilà. À mon avis, là, il y a un truc qui est bizarre, là. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a quelque chose qui est bizarre pour que ce soit une juriste qui vienne se présenter lors d'une réunion. Pour moi, il y a quelque chose de bizarre dessous. C'est pas normal. Parce que même quand ils sont en stage de formation et compagnie, ils demandent l'autorisation à la maman qui vient visiter à ce que cette personne-là soit présente. Donc, une juriste, moi c'est bien la première fois que j'entends ça. Et bon, je suis pas calé en droit. Moi, j'apprends le petit bouquin que j'ai toujours à côté de moi. Tu vois, j'ai toujours ce petit bouquin là, tu vois.
Et là, je t'avoue que c'est bien la première fois que j'entends ça, qu'un juriste vient se présenter pour une visite médiatisée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. On est d'accord, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Parce que je Hum, me dis quand même, un EduxP, je veux bien, une assistante sociale, un psychologue à la limite, je veux bien. Mais un juriste, pourquoi un juriste? Parce que si c'est la maman qui la demande pour avoir des aides sur ses droits, sur ses compétences parentales, pourquoi pas? La maman ou le papa, hein, peu importe. Mais si hum. c'est l'ASE qui en fait la demande ou qui envoie cette personne à la demande de l'ASE ou du juge, moi je me dis pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là Non, pour nuire à cette famille en fait. Elle est pas là. Elle est là pour donner des droits ou des cours de droit à l'ASE ou des informations concernant le droit à l'ASE et non pas à la famille. Enfin, je sais pas, c'est non, bizarre. non. C'est Ça ne se présente jamais dans le cas d'une visite médiatisée officielle. Après qu'ils en arrangent une avec l'accord de la famille, ça c'est très très possible. Mais il faut l'accord de la famille. S'il n'y a pas l'accord de la famille, cette personne-là n'avait rien à faire sur place. Là, il y a un truc qui est On pas est d'accord. normal. On est Mm, d'accord. Et voilà. Du coup, c'est quoi ton programme ces jours prochains enfin, ce que tu as envie de faire, ce que tu as décidé, tout ça, tout ce qui t'arrive, tout ça, c'est quoi? Enfin, j'ai pas les mots ce soir, excuse-moi, je suis fatiguée. je n'ai plus de vie, on va dire, de vie établie. Je suis très, très, on va dire, très, très pris de par les choses que je veux faire. Parce que j'ai été contraint par, d'après tout ce que j'ai vécu depuis 26 ans, de faire un style de vie complètement à côté du système normal, tu vois. Ne pouvant pas travailler pour des patrons parce que j'étais sans arrêt sollicité pour des rendez-vous, les rendez-vous avocats, services sociaux et tout le machin. Aucun patron n'a voulu me garder, quoi. Je te le cache pas, malheureusement, ça a été c'est le problème de beaucoup de gens. Donc je me suis trouvé des petits boulots que j'ai pu faire d'abord en premier. J'ai travaillé comme beaucoup, il fallait que je mange et payer les avocats et tout le machin. Mais j'ai travaillé au noir, j'ai fait tout ce qui n'était pas interdit. Et pourtant, je le signalais aux services sociaux. Je leur dis, attention, je fais tout ce qui n'est pas interdit de faire. Donc, j'ai appris certaines combines. Je pratique, moi, dans la vie, la politique comment on appelle, du trombone. Je sais pas si tu connais, tu sais, t'achètes un trombone et puis tu vas essayer de le revendre plus cher. Puis avec cet argent, mais voilà, mais moi, j'ai réussi à créer un petit système. Bon, j'aime pas trop en parler. Je le montre aux gens quand ils viennent me voir à la maison parce que ça paraît tellement bizarre qu'il vaut mieux le voir pour le croire. Moi, je fais partie des gens, voilà, je préfère voir pour croire, donc j'invite les gens à venir voir comment je fonctionne. À côté de ça, moi, ça m'a permis de pouvoir m'échapper, puis de pouvoir créer quand même quelque chose de bien. On a créé une association avec l'implantation d'un chantier coparticipatif, avec l'implantation d'un agriculteur en biologique. On va dire, moi, ça m'a permis de trouver ma thérapie pour me sortir un petit peu de tout ce système-là, que je mettais la main dans la terre. Puis j'ai discuté avec ce gars-là. Maintenant, on a monté plusieurs projets qui sont en cours de création. Donc ça aussi, ça, on en parlera plus tard. On espère que ça va aboutir avec les collectifs que l'on a dans le coin. Après, à côté de ça, je vais bouger là prochainement, mais je vais aller le 28-29 soutenir une maman à Tarbes. Après, je m'en vais en début octobre pour un rassemblement d'alerteurs qui va y avoir du côté de Bourges. Après, je pense que je dois partir aussi sur la Dordogne parce que là, j'ai plusieurs personnes également à les voir dans le cadre des placements abusifs et également dans le cadre du travail. Je vais essayer de grouper les deux pour rentabiliser, on va dire, un petit peu les trajets qui coûtent extrêmement cher. Mais bon, il y a toujours de l'occupation, mais malheureusement, je ne peux rien prévoir parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'un coup de téléphone urgent, aller à droite, à gauche. Voilà, tout est incertain, mais voilà, le jour où la petite va arriver à la maison, tout ça, ça sera bien cadré, ça sera une autre style de vie. C'est calculé déjà depuis longtemps.
Je te le fais pas dire, je pense que ça sera pareil pour moi, hein. Je vais pas mentir. Et Voilà. Stéphane, ça fait plus d'une heure que je te retiens. Du coup, J'ai passé, tu vois. est-ce que tu voudrais dire quelques mots pour le mot de la fin, s'il te plaît? Alors, je vais dire une chose, gardez espoir. Gardez espoir parce que là, en ce moment, tout est en train de changer, c'est en train de péter de partout. Donc, gardez confiance, aidez-vous les uns les autres, soutenez-vous, c'est hyper important. Regroupez-vous localement, échangez vos capacités parce que des fois, il suffit d'un petit peu d'aide pour pouvoir en sortir. Ouvrez la parole quand ça va pas dans les couples, discutez entre vous, faites en sorte de ne jamais mêler parmi vos problèmes, n'insérez jamais l'aide sociale à l'enfance. Restez loin de tous ces organismes qui sont soi-disant là pour vous aider et tendez la main les uns les autres, croyez-moi, c'est comme ça qu'on y arrive. On échange, on partage, on crée notre petite famille si la nôtre nous a tourné le dos. Au moins, on se retrouve, on n'est pas seul. Voilà, gardez espoir et bonne chance à tous. J'espère que le mois de septembre va être terrible pour les services sociaux, que l'on récupère nos enfants, que les grands-parents puissent retrouver leurs enfants. Mon soutien à toutes ces belles âmes guerrières. Merci à vous tous qui nous donnez la parole pour pouvoir exprimer nos positions et continuer à témoigner. Surtout, c'est très, très important. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté et à très, très bientôt. Merci à toi, Stéphane, surtout pour ton témoignage, pour tout, pour ton soutien, pour toutes ces familles. Et nous, on te soutient en retour et on te remercie en retour pour notre part ici à la maison. Et puis, je pense que tous ceux qui t'entendent et qui te connaissent, c'est pareil pour eux. Donc, du coup, je parle pour eux et merci à toi aussi de la part de nous tous. Et tu feras un bisou à qui tu sais à côté de toi pour nous. Et puis, on vous fait de gros bisous. On se voit très bientôt. Je te remercie, toi aussi, d'avoir accepté de prendre la parole ce soir sur ma chaîne. Et c'est un grand honneur que tu me fais parce que c'est une des premières fois que, en tout cas, en live, en tout cas en live, voilà. Je te remercie pour ça aussi. Merci de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup. Je te À fais très, de très gros bisous et à bientôt, résistant. bientôt. Mesdames, messieurs, bonne soirée à vous tous et à bientôt. Ici ou ailleurs, portez-vous bien. Gros bisous, mes petites étoiles. Gros bisous, mes pirates. Gros bisous, Red Family. Gros bisous à tous et toutes. Et surtout, 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 on n'oublie pas, un gros bisou à toi, Soso. Maman t'aime très fort.